please visit my website, programtokill.net. Go to plans and prices for even more exclusive information. You can also support me now on Patreon. Add me on TikTok. And leave a like and comment. J'étais avec mes parents et des amis à la piscine de Gilly. C'est une piscine qui est un peu à l'écart d'une chaussée principale parce qu'en fait il y a un immense parking qui la sépare de cette chaussée. Mais l'accès à la piscine se fait par un plus petit parking qui est complètement renfermé par des murs et par la piscine. C'est une sorte d'enclave qui est en fait assez mal éclairée. On était plusieurs amis, donc on était jeunes, on avait une moyenne de 10-11 ans. Et ouais. C'était un entraînement qu'il y avait là? Oui, un entraînement de natation. Donc, il y a eu un moment où vous êtes sorti seul dans cette petite cour. Mm-hmm. Je suis restée près de la porte, mais je tournais le dos en fait à la cour. C'est une porte vitrée? Oui. C'est une porte vitrée qui donne accès à un couloir qui était malheureusement vide à cette heure-là. Comme c'est mal éclairé, il n'y avait pas vraiment de reflets dans les vitres, c'était rien quoi, c'était désert. Et c'est à ce moment-là que vous avez été surprise? Oui, en fait, on m'a attrapé par derrière avec une main sur ma bouche pour ne pas que je puisse crier. Et donc, on m'a mis dans un véhicule à l'avant, de sorte à ce que je ne puisse pas me débattre et de sorte à ce que je ne puisse pas bouger. Pendant le trajet, on m'a mis des sparadraps assez épais sur les yeux pour que je ne puisse pas les ouvrir. Donc vous n'avez rien vu? Non, des ombres, mais sans plus. On a roulé pas mal de temps et puis on s'est arrêté dans un endroit et il y a eu viol. Et par la suite, on a de nouveau roulé pas mal de temps et puis les deux personnes qui m'avaient emmené en fait m'ont redéposé sur un trottoir à proximité de mon domicile. Et le tout a duré combien de temps? Interminable. Je n'ai pas d'idée de la notion du temps. Plusieurs heures, mais sans plus. Je ne saurais pas vous dire. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez entendu qu'on parlait de votre sort? Il y a eu beaucoup de menaces, donc si je bougeais ou si je criais, là, ils menaçaient de mort. Si j'essayais d'ouvrir les yeux, ils menaçaient de mort. Donc ils promettaient, si j'étais sage, entre guillemets, de me ramener chez moi après, mais j'y croyais pas tellement. Est-ce qu'on vous a averti lorsque Marc Dutroux a été arrêté? Non. Est-ce qu'on vous a averti lorsque Marc Dutroux, en 1992, a été mis en libération conditionnelle? Non. Et lorsque plus tard, vous avez constaté que des jeunes filles ou des petites filles disparaissaient en Belgique, ce dont on parlait de plus en plus, est-ce que vous avez pensé à votre propre agression? Surtout dans le cas de Laetitia, puisque c'était le même système en fait. C'était aux abords d'une piscine. À Bertry? Oui, c'est ça qui m'a... Enfin, c'était une des choses qui m'a fait vraiment revenir mes mauvais souvenirs. Et ma mère a elle aussi la même pensée que moi, de se dire tiens, c'est le même contexte. Mais enfin, moi personnellement, je n'osais pas croire qu'il puisse être ressorti et avoir recommencé. Je l'ai su par la suite, il m'avait repéré dans le bus. Comme l'intérieur du bus était bien éclairé par rapport à la nuit qui tombait, il voyait bien les gens dans le bus. Et vous avez vu de leur camionnette? J'ai su par après qu'ils avaient suivi le bus. Et quand je suis descendue du bus, j'avais à peu près 1 kilomètre à faire à pied. Donc j'étais lourdement chargée puisque j'avais tous mes syllabies. Et là, à un certain moment,
J'ai dépassé une camionnette qui avait déchargé quelqu'un, je ne m'en suis pas rendu compte. La camionnette m'a redépassé, elle s'est garée un peu plus loin. Et au moment où je suis arrivée à la hauteur de la camionnette, les deux portes arrière se sont ouvertes brusquement. Il y avait quelqu'un à l'intérieur qui m'a attirée vers l'intérieur de la camionnette. Et celui qu'ils avaient débarqué sans que je m'en rende compte m'a poussé aussi à l'intérieur de la camionnette. Est-ce que vous aviez lâché vos sacs? Non. C'est idiot dans ce genre de circonstances que l'on n'a pas le réflexe immédiat de lâcher les sacs. En fait, c'était des sacs qui étaient importants pour moi puisque c'était mes cours. Et j'ai pas du tout eu le réflexe de les lâcher. Bon, il y a un instant de panique où on se rend plus compte de rien. Alors ils m'ont mis des papiers collants sur les yeux et ils m'ont dit qu'ils m'enlevaient pour demander une rançon à mes parents. Soi-disant pour faire opérer un de leurs copains aux États-Unis. Dans la camionnette, ils vous ont dit ça? Dans la camionnette, ils m'ont dit ça. Et puis en arrivant à la maison, ils m'ont dit bon, ben donne-nous ton numéro de téléphone. Quelle maison? Bon, je l'ai su par après, c'était la maison de Marcinelle. C'est là qu'on a retrouvé Sabine et Laetitia. C'était déjà la même maison. Oui. Mais pour le reste, j'ai pas beaucoup de renseignements sur cette maison, à part qu'elle était remplie de vermine. Parce que quand j'ai vu à quoi je ressemblais quand ils m'ont libérée, c'était vraiment rempli de vermine. Vous avez entendu des voix de femmes? Une voix de femme, non. Mais j'ai entendu le prénom Michel. J'ai vu le visage de Van Peteghem, c'était le complice de Dutroux à l'époque. J'ai entendu la voix de Dutroux et je suis certaine de le reconnaître parce qu'elle a une voix très, très particulière. J'ai difficile à la décrire, mais c'est une voix, je dirais peut-être un petit peu nasillarde. Alors, vous êtes resté longtemps dans cette maison? Ils m'ont libérée après 25 heures. Donc, moi j'ai passé ces heures-là sur un divan-lit. Bon, bref. Et qu'est-ce que vous imaginiez Ah, moi j'étais sûre qu'ils allaient me tuer. J'étais certaine qu'ils allaient me tuer parce que en fait, à ce moment-là, j'avais plusieurs buts. Le premier, c'était de m'en sortir vivante. Le deuxième, c'était d'essayer de les retrouver et de leur faire payer. Et pour ça, je n'avais qu'une seule solution, c'était de recueillir le maximum d'informations. Donc les faire parler ou essayer de toucher autour de moi, d'avoir une idée de la disposition des lieux, enfin n'importe quoi. Je demandais l'heure à chaque fois que le train passait, ils s'en sont pas rendus compte. Et je me suis dit, si jamais ils se doutent de la quantité d'informations que j'ai su recueillir, alors ils vont me tuer. J'avais des éléments de personnalité de Dutroux. J'entendais la façon dont il parlait avec beaucoup d'assurance de ce qu'il croyait connaître. C'était lui le chef? Oui, tout à fait. Tout à fait, et un chef cynique, parce qu'il avait été jusqu'à me demander ce que je croyais qu'un juge lui donnerait pour ce qu'il faisait. C'est-à-dire comme peine? Oui, comme peine. Donc il se rend pas compte de comme il peut détruire les vies, mais il se rend très bien compte qu'il fait quelque chose de mal quand même. Or, par après au procès, Dutroux, c'était une victime en fait. Il était persécuté par la justice, qu'il avait mis en prison, lui et sa femme, qui allaient avoir un enfant. C'était vraiment eux les victimes. C'était une époque où il ne tuait pas ses victimes. J'avais très peur d'être tuée, mais il ne m'a pas tuée. J'étais sous menace de mort. Je sais bien que quand ils m'ont relâchée, ils m'ont dit « Si jamais tu portes plainte à la police, on le saura parce qu'on connaît des gens à la police et on connaît ton adresse, on viendra te tuer. » Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai eu peur. J'ai eu peur et je n'ai déposé plainte qu'une semaine plus tard. Vous avez pu en parler autour de vous? J'en ai parlé directement à mes parents, à ma famille. J'avais la tête complètement couverte de boutons. J'ai dit, je suis restée 25 heures dans de la vermine. J'étais irritée de partout, quoi. Alors je suis rentrée, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ben voilà ce qui s'est passé. Alors il a fallu quand même attendre encore 2 mois avant qu'il ne soit arrêté. Est-ce que vous avez appris qu'il était arrêté? Oui. Oui, en fait, on l'a su dès qu'ils avaient été arrêtés, j'ai dû aller les reconnaître. J'ai reconnu effectivement le complice de l'époque. Dutroux, je ne l'ai pas reconnu de visu puisque je ne l'avais pas vu. J'ai reconnu sa voix.
Et alors, bon, numéro 3, Michel Martin, ça je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était une femme, je ne savais pas qu'il y avait une femme dans le coup. Est-ce que le fait qu'il y a eu un procès, qu'ils aient été sévèrement punis, en quelque sorte, est-ce que ça vous a aidé? Ça m'a beaucoup aidé quand j'ai su qu'ils étaient arrêtés et qu'on n'allait pas les relâcher d'ici le procès. Ça m'a aidé aussi au moment où on a énoncé le verdict. Mais quand je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment cette fameuse condamnation, alors là j'ai préféré ne plus y penser. Ils cherchaient misère tout le temps. Ils sont rentrés une fois dans la voiture de mon mari est sorti, ils ont dit comme ça que... Comment ils s'en foutaient de tout. Il y a une telle connexion physique entre ces hommes-là qu'évidemment ils se protègent d'office. Donc s'ils sont magistrats, ils utilisent leur position. S'ils sont policiers, ils utilisent évidemment leur position. Et s'ils sont, que sais-je, puisqu'ils n'ont pas que des activités sexuelles, ils ont d'autres activités. S'ils sont dans le monde politique, eh bien ils... certains délits, pour peu que l'informateur qui en est l'auteur continue à les alimenter en données sensibles qui leur permettent de progresser sur d'autres aspects des dossiers qu'ils ont en charge. Parfum de protection policière encore avec l'arrestation d'un gendarme de Dinan, Gérard Vanès. Inculpé d'association de malfaiteurs, le gendarme a fermé les yeux sur des activités louches de Lelièvre dans la région. Mais surtout, il semble avoir protégé un de ses indiques, Michel Nioul. Sans doute est-ce grâce à ces protections que Michel Nioul aimait à répéter qu'il avait le bras long ou qu'il avait à plusieurs reprises échappé à la justice. Mais il n'y a pas que cela. J'ai avec moi donc les confrères du Genièvre, on dit la confrérie des maîtres brasseurs et des distillateurs de Wallonie. Voilà, ça c'est le titre exact. Jean-Michel Nioul qui est président. Moi je vais vous dire que mon arrière-grand-père buvait déjà du Péquet. Ben voilà, tout ça est une question d'hérédité bien entendu. Jean-Michel Nioul qui est donc président. Nioul s'est patiemment tissé un réseau de relations à de multiples niveaux, politiques et autres. Animateur de radio, chargé de relations publiques, conseiller lors de campagnes électorales, on le verra même présider une confrérie folklorique où l'on retrouve aussi Marlène de Coquereux et Michel Forgeot, les gérants d'un bien curieux bistrot d'Etterbeek. Le Dolo est un café d'apparence plutôt banale. Fin septembre, après avoir été perquisitionné, il sera pourtant fermé pour atteinte aux bonnes mœurs. C'est qu'on y partousait allègrement et Nioul y avait ses habitudes. Les partous auxquels a participé M. Nioul, et là l'enquête a été longue et fastidieuse et précise, et de nombreuses personnes ont été entendues, et à l'unanimité tout le monde déclare que c'est un partouzeur, mais uniquement avec des adultes consentantes. Est-ce que dans ce partouze-là, il y avait aussi des personnes politiques? Ah, ça je n'ai pas posé la question à M. Nioul. Ici, peut-être, les bonnes relations se sont-elles transformées en protection opportune. Des réunions aussi intimes, sans aucun doute, nouent des contacts étroits, utilisables au moment opportun. Et cette fois, l'hypothèse des protections se trouve confortée par la suspension de 2 policiers d'Etterbeek, habitués du Dolo, et qui se seraient montrés bien discrets sur ce qu'ils en savaient. J'ai effectivement suspendu 2 policiers, puisque un officier supérieur de mon corps de police est venu me trouver au soir du 25 septembre et m'a indiqué qu'il était fort embarrassé parce que, connaissant la nature de l'établissement, il avait appris que 2 policiers en tout cas fréquentaient ou fréquenteraient habituellement l'établissement et donc était inquiet quant à la proximité anormale que présentaient donc certains policiers avec l'établissement. Est-ce qu'on peut, à ce stade-là, penser à des risques ou d'éventuelles protections, notamment à l'égard de Nioul, par exemple, ou d'autres? Mais je vous dirais que n'ayant pas été informé par ma police communale de la nature exacte de cet établissement, alors que certains manifestement la connaissaient, d'une part, ayant constaté d'autre part qu'un petit nombre, fort heureusement, de policiers fréquentaient l'établissement, j'ai estimé de ma propre autorité devoir à la fois suspendre les personnes
et saisir le comité P, le service d'enquête de contrôle des polices, dès le lendemain, dès le 26 septembre. Quelques années plus tôt, c'est au château de Faux-les-Tombes, propriété de la commune d'Etterbeek, que Nioul organise des parties fines. Ici encore, rien que du beau monde et des relations utiles. Il y a certainement une possibilité que les réseaux de consommation autour de Nioul soient des réseaux qui essayent maintenant de se protéger eux-mêmes d'une part, et d'autre part, accessoirement, de convaincre Nioul de ne pas parler. Donc il est certain qu'autour de Nioul, il y a des consommateurs importants, et il l'a eu parce qu'il participait à satisfaire des besoins très très particuliers chez les consommateurs en question. Et de quelle façon? Parce qu'il avait des relations? Oui, et certainement de très haut niveau. Réseau organisé, clientèle riche et puissante, protection pour mieux étouffer les scandales, tout ceci jusqu'à présent n'est qu'une hypothèse parce que la meilleure protection pourrait être plus simplement la guerre des polices ou pire, l'incompétence.